Bonjour à tous. Le son marche, parfait. Écoutez, bienvenue. Merci d'être venus. Je vais commencer par me présenter rapidement. Du coup, moi, je m'appelle Jérôme Quéret. Je travaille chez Scaleway. Je vais présenter la boîte très rapidement après. Je suis product owner chez Scaleway de la partie API Gateway et Developer Tool. Donc, je fais partie de l'équipe qui a fabriqué from scratch la nouvelle API Gateway de Scaleway. Et je travaille aussi, mais c'est pas le sujet de la conf, sur tous les outils open source qu'on publie, les SDK, les plugins Terraform, etc. Aujourd'hui, le titre de ma conférence, c'est l'Odyssée d'une requête HTTP chez Scaleway. Et donc, on va suivre une requête qui est faite à une donnée API, depuis mon MacBook jusqu'à l'autre bout du tuyau, en passant par toutes les étapes par lesquelles elle va passer. Donc, brièvement, Scaleway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque cloud du groupe Iliad. Donc un des leaders mondiaux de l'infrastructure cloud, on est dans le top 10, et deuxième cloud provider français. Donc aujourd'hui, c'est plus de 250 collaborateurs, 120 000 serveurs en production, 5 data centers différents, un sixième qui va bientôt ouvrir. Donc vraiment, on est un des leaders. Chapitre 1. Il était une fois. Donc on va commencer avec une requête API. Donc c'est qu'une requête API REST. Donc là, je vous ai mis un exemple du curl qui correspond. Donc on va faire un post sur une URL qui est api.scaleway.com / relational database, donc le nom de notre produit, sur la région d'Amsterdam, et on va vouloir créer une database. Donc du coup, c'est un post classique avec un header XAuth token qui nous permet de nous authentifier auprès de l'API, un content type application JSON vu que c'est du REST, et à l'intérieur de notre body, on va retrouver les différents paramètres qui permettent de créer notre base de données. Donc là, on a le name et la description. La première étape dans la requête, c'est le DNS, obviously. Donc du coup, on avait la volonté d'avoir un nom de domaine unique pour l'ensemble des API dans tous les data centers worldwide, qui était api.scaleway.com, parce que c'est plus simple à retenir et que c'est plus facile à utiliser. Donc ce api.scaleway.com, aujourd'hui, il pointe vers une IP. Et cette IP va dans le cloud, jusque-là, tout va bien. Et on utilise de l'Anycast pour arriver soit dans un data center à Paris, soit dans un data center à Amsterdam. Donc en gros, en fonction de la location du client, la requête va automatiquement arriver dans le data center qui est géographiquement le plus proche. Donc là, aujourd'hui, on est à Paris. Si je fais ma requête depuis ici, ma requête arrive normalement dans un data center parisien, tout va bien. Donc une fois que la requête arrive dans le data center de Paris, il faut quelqu'un qui est à l'autre bout du fil pour récupérer la requête, donc un reverse proxy. Il y en a pléthore, on les connaît tous plus ou moins bien. On a les classiques HAProxy, Nginx, qu'on ne présente plus. On a des solutions un peu plus complètes comme Linkerd ou Kong, qui sont des produits d'API Gateway, donc avec des briques d'authentification, de rate limiting, un peu packagés. On a Trafic, qui est un petit nouveau aussi qui arrive, qui marche très bien, qui permet de faire du proxy HTTP. Ou pourquoi pas, si on est fou, dire on l'implémente nous-mêmes en Go, from scratch, et on se fait tout. On a très vite abandonné l'idée. À Scaleway, on a eu un coup de cœur pour un produit qui s'appelle Envoy. Donc c'est un reverse proxy HTTP qui a été développé à la base par Lyft, qui a été open sourcé il y a 2-3 ans maintenant, qui fait partie de la CNCF. Donc c'est un petit cousin de Kubernetes et de tous les produits de la CNCF. Aujourd'hui, il y a énormément de grosses boîtes. Donc, Google investit énormément de développeurs et d'énergie dans ce projet-là, avec l'ambition de le déployer chez eux en interne. Aujourd'hui, tous les produits qui sont à la mode de service mesh managés, qu'on voit chez d'autres cloud providers, sont très probablement powered by Envoy en dessous. Et c'est vraiment un produit, de par le fait qu'il est assez jeune, quelques années, il a été vraiment développé avec en tête les technologies actuelles. Donc là où HAProxy a eu le support d'HTTP2 il y a 1 an et demi, par-dessus l'historique, tout l'historique de Nginx, pardon. J'ai dit HAProxy, c'est Nginx. Là, Envoy, ça a été pensé de base avec le support d'HTTP2 en tête. Et donc du coup, toutes les features d'HTTP2 sont natives, performantes et pensées à la base. Donc même dans la configuration, ça se ressent. Quand on configure, il n'y a pas de couche par-dessus l'HTTP1 pour dire on veut mettre de l'HTTP2, c'est vraiment pensé de base nativement. Et là, le support de Quick, parce que Google pousse, donc le support de HTTP3 ou Quick, ça dépend comment on veut l'appeler, est en train d'être intégré dedans. Donc ça va aller très très vite. OK. Donc du coup, notre request est partie.
de notre laptop, on est arrivé dans notre data center de Paris, sur notre Envoy, ce qui nous amène au chapitre 2, Passivit. Première étape dans la vie de notre request, ça va être le rate limiting. Donc la façon dont ça marche dans Envoy, on a un microservice qui est codé dans le langage qu'on veut. Donc là, aujourd'hui, nous, on l'a implémenté en Go. Donc le Envoy va envoyer une requête gRPC. J'explique ce que c'est gRPC un peu juste après. Donc il va envoyer une requête avec les informations de la request qui est arrivée. Donc en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est l'IP d'origine de la request. Et donc notre microservice, son rôle, c'est de dire oui, on laisse passer, non, on laisse pas passer. Très basiquement. Donc on peut mettre en place les politiques qu'on veut suivant les services, suivant les IP d'origine, suivant plein de choses. Vu que c'est un microservice codé par nous, on peut faire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on a deux rate limiting simples, un par seconde, un par minute. Et pour stocker l'état des compteurs, donc quel IP a fait combien de requêtes, on utilise un backend Redis derrière qui va stocker le nombre de requêtes qui a été fait. Le rate limiting, c'est un point qui est hyper important. On pense au rate limiting tout de suite en mode on se protège des gens qui veulent nous attaquer et faire n'importe quoi avec l'API. Alors oui, on se protège de ça, mais je dirais presque que c'est presque accessoire, contrairement à l'autre problématique qui est le bug. Nos clients sont des développeurs, on vend nos produits qu'on expose, c'est des API. C'est très fréquent que quelqu'un oublie de faire une boucle inf, une boucle infinie, avec sans condition de sortie, et même si ce n'était pas son intention, on se met à bombarder notre API sans problème. Ça nous arrive même en interne. Donc le rate limiting ne s'applique pas uniquement à nos clients et à l'extérieur, mais il s'applique aussi sur le trafic interne. On a eu plein de produits qui étaient en cours de développement. Un bug est vite arrivé, c'est arrivé plusieurs fois. Une boucle, un conteneur qui s'emballe, et du coup ça fait énormément de requêtes, et il faut aussi se protéger de ça. Donc même si on a des limites qui sont plus hautes pour l'interne que pour l'externe, on en a quand même, on ne whitelist jamais. On met des limites hautes, mais on rate limite toujours. Donc ça, c'est notre deuxième étape. On est passé notre rate limiter, ce qui nous amène au chapitre 3, le gRPC entre en scène. Deuxième coup de cœur de Scaleway, après Envoy, le gRPC. gRPC, c'est une techno qui a été développée par Google. Si on simplifie vraiment à l'extrême, c'est un remplaçant de REST. Donc du coup, on remplace l'HTTP 1 par du HTTP 2 et on remplace le JSON par du protobuf, qui est un format de sérialisation binaire. Ça mériterait sa propre conférence juste pour parler de ça. Mais aujourd'hui, du coup, l'intégralité de nos API à Scaleway sont codées en gRPC. Donc derrière, tous les backends de toutes les API, de tous les produits qu'on a, c'est du gRPC. Malheureusement, aujourd'hui, à nos clients, on ne peut pas leur demander de faire du gRPC, c'est pas très sympa. Les gens sont habitués à faire du REST. On ne peut pas se permettre de ne pas faire du REST sur l'API. Donc même si on peut gérer les deux, il faut aussi gérer du REST. C'est là qu'intervient la brique gRPC Gateway. Donc du coup, c'est un service par lequel notre requête, donc les requêtes REST qui vont arriver, vont être automatiquement envoyées à un microservice qui s'appelle gRPC Gateway, qui va faire la transformation de notre requête REST en requête gRPC, avant qu'elle puisse être de nouveau récupérée par Envoy et routée vers le bon endroit. Donc j'ai mis un petit exemple rapidement pour montrer les différences de notre requête, donc avant-après. Donc ça, c'est l'équivalent de notre requête curl qui est parti au début, donc c'est un post sur notre URL. Donc on voit que là, on a la région Amsterdam qui est marquée dans l'URL pour créer notre database, notre content type en JSON, le body JSON en dessous. Après la transformation, donc c'est du HTTP2, donc la syntaxe est légèrement différente. Le path, c'est plus une URL au format REST, c'est une URL au format gRPC. Donc du coup, c'est le namespace et le nom du service. Donc là, en l'occurrence, c'est scaleway.rdb.v1.api / le nom de la méthode qu'on veut appeler. Donc c'est un système de remote procedure call, donc avec namespace et nom de la méthode. Le content type, c'est du gRPC. On a toujours notre XO token pour s'authentifier. On a notre header XRegion qui permet de savoir à quelle région la requête est destinée. Et ensuite, le body et du JSON, c'est du binaire. Donc c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus facile à parser, à sérialiser, beaucoup plus performant, que des avantages. Donc l'histoire de notre requête continue. Donc elle retourne dans un Envoy, ce qui nous amène au chapitre 4, d'un DC à l'autre. Donc on a vu qu'avec les Nicastre, notre requête arrivait dans le data center le plus proche. Donc du coup, là, elle arrive à Paris, mais elle est destinée à un service qui est hébergé à Amsterdam. Donc du coup, on est obligé de pouvoir rerouter une requête qui arrive d'un data center à l'autre. Pour faire ça, on passe par un tunnel TLS sécurisé entre Paris et Amsterdam. Donc on a les envoys qui sont à Paris sont capables de se connecter au envoy d'Amsterdam via un tunnel TLS.
Et du coup, en fonction du header qui est présent dans la request, donc là notre x-région, on va être capable de forward la requête qui est arrivée dans un data center, dans le bon data center. Voilà. Donc si la requête était arrivée à Amsterdam pour Paris, elle aurait fait le chemin inverse, elle serait passée du data center de Paris au data center d'Amsterdam. On fournit aussi des méthodes pour éviter ce genre de cas de figure où on a des endpoints dédiés pour aller dans le bon data center du premier coup. Mais pour l'onboarding et la simplification, on laisse ce endpoint qui marche dans toutes les régions. Donc notre requête, elle passe du data center de Paris au data center d'Amsterdam. Super. Chapitre 5, papier s'il vous plaît. Donc ça, c'est l'authentification. Donc sur la même base que le rate limiting, on a un microservice codé en gRPC auquel Envoy va envoyer les informations de la requête. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le XO token, donc le token qui permet de s'authentifier. Ce token est envoyé au microservice. Et ce microservice s'appuie sur la base de données des users et accounts qu'on a chez nous. Donc on a une API qui est exposée. Et du coup, on va vérifier que ce token est valable, qu'il a bien les permissions. On va récupérer les permissions qui sont associées à ce token et pouvoir les forwarder à l'équipe qui est en dessous. Donc du coup, si le token n'est pas valide, on répond permission denied. Sinon, on laisse continuer la requête. Donc notre requête passe l'authentification. Chapitre 6, toutes les routes mènent à une API. C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Aujourd'hui, à Scaleway, on a plus de 80 services dans 2 régions. Au sein des régions, on a même des availability zones, donc on a des zones à l'intérieur des régions. Donc router une request qui arrive au bon endroit, ça devient casse-tête. Heureusement, grâce à gRPC, on a un format d'URL qui est hyper standardisé, vu que c'est un namespace, contrairement à du reste où c'est un peu en fonction des bons vouloirs des produits et suivant les ressources, etc. Là, toutes les routes ont le même format, namespace/méthode. Donc en fonction du namespace, on va pouvoir router la requête vers le bon service. En tout cas, le service qui est enregistré pour exposer et gérer ce namespace et ce service-là. Donc on va lui forward la requête gRPC. Envoy, on a parlé de toutes ces features de rate limiting, d'authentification. Évidemment, ça fait du load balancing, c'est le but quand même, pour faire notre disponibilité. Il le fait très très bien. Il y a énormément de stratégies différentes de load balancing, avec poids, sans poids, en rond, random, on peut faire vraiment plein de choses. Aujourd'hui, nous, on est sur un système de load balancing round-robin classique. Et ça vient avec pas mal de features intéressantes. Du health check. Donc ça, c'est tout simplement des requests qui sont envoyés par Envoy au back-end pour vérifier que le back-end est en bonne santé. Donc si un back-end ne répond pas ou répond « je suis mort », on arrête de lui envoyer des requêtes. Il y a l'outlier detection. Donc ça, c'est un système automatique qui va dire, on le configure et on dit si jamais mon back-end renvoie plus de 5 erreurs dans les 10 dernières secondes, tu considères qu'il est en mauvaise santé automatiquement. Donc si, par inadvertance, une équipe déploie un back-end mal configuré, leur DB est mal configuré et se met à retourner que des erreurs, il va être automatiquement écarté du load balancing et on va continuer à servir les requêtes uniquement avec les back-ends qui sont sains. Et la troisième, c'est une feature que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle le panic mode. Et donc ça, c'est un seuil qu'on définit. Et on dit, si jamais j'ai moins de ce pourcentage de hosts qui sont en bonne santé, tu ignores les health checks et tu laisses tout passer et on verra ce qui se passe. Et ça a plusieurs avantages. Premièrement, c'est si jamais j'ai 10% de mes back-ends qui sont en bonne santé, si je leur envoie tout le trafic, ils vont tomber. Et ils vont mourir et ils ne seront plus capables de répondre à rien du tout. Donc plutôt que de dire je vais tout faire tomber et j'aurai 0%, autant dire c'est pas grave, j'envoie à tout le monde et je sais que j'en ai au moins 10% qui passent. C'est pas idéal, mais c'est mieux que de dire on va faire tomber le dernier qui est en bonne santé. Et l'autre cas, c'est aussi quand on a des produits qui sont en développement, le health check est mal implémenté. Donc le health check répond je ne suis pas en bonne santé alors qu'en fait l'API il va très bien. Et du coup, si on se basait uniquement là-dessus et qu'on arrêtait d'envoyer des requêtes, on aurait 100% de fail alors que le service était très bien, c'est juste le health check qui est mal implémenté. Donc du coup, avec ce système de seuil automatique, on est capable d'envoyer la requête au bon service. Donc, on a fait notre authentification, on est arrivé à l'API produit. Donc tout ça, ça a pris en moyenne 240 millisecondes, si on compte le total. Donc du coup, j'ai mis les chiffres qui sont importants. Donc le rate limiting qui est optimisé parce que c'est la première porte d'entrée, on est sur à peu près 1 milliseconde.
Le cross-région, 12 millisecondes, mais ça, pour passer d'Amsterdam à Paris, on ne peut pas faire de magie. L'authentification, on a 30 millisecondes, parce que ça fait un call à l'API Yakun derrière, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais voilà, on est sur une solution qui est hyper efficace. Je vous ai mis quelques chiffres aujourd'hui, ce que ça représente. Donc aujourd'hui, on a plus de 80 services, donc dans 2 régions. Depuis que le talk a démarré, on a dû servir 18 000 requests, à peu près. On a énormément de métriques qui sont exposées par Envoy. L'observabilité dans Envoy, elle est pensée de base, donc il y a tous les exporteurs Prometheus qui vont bien. Et il y a énormément de métriques qui sont collectées gratuitement, sans rien faire. Et sur tous les Envoy qu'on a, donc aujourd'hui on en a 2 à Paris et 2 à Amsterdam qui traitent toutes les requêtes, on est à 150 mégadram. Je vous remercie d'avoir suivi la conférence. J'ai parlé vite parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je suis sur le stand en bas à Scaleway toute la journée. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par gRPC, les API Gateway ou Envoy, à venir me voir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci.